dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet avec Anis Maraït tous les lundis, mercredis de 8h à 8h30. Bonjour Anis. Bonjour Afef, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs d'RTCI. Alors, on a annoncé notre sujet pour aujourd'hui depuis lundi. Eh oui, depuis lundi, tout à fait. Donc, nous recevons une compétence nationale, je dirais même internationale. Donc, un médecin tunisien spécialiste en médecine interne, mais il est également ingénieur en informatique. Moi, je ne sais pas si vous payez vos impôts sur les deux ou vous payez vos impôts donc sur un seul job. C'est Mehdi Khaled. Bonjour Mehdi, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour à vous. Bonjour. Aujourd'hui, hein. Bonjour. Voilà, c'est un médecin, en plus. Ah, oui. Alors, pourquoi avoir invité Mehdi Khaled, qui est un médecin, qui est en médecine interne et ingénieur en informatique, ça court par les rues, de cumuler deux prestigieux, je dirais, diplômes. Et bien tout simplement parce qu'il détient un brevet international relatif à une technologie innovante d'analyse sanguine. Et depuis plus de 23 ans, Mehdi travaille avec plus de 20 systèmes de santé publique et privés sur 4 continents. Et a fait part donc de nombreux projets nationaux qui ont transformé les services de santé des pays concernés, excusez du peu. Donc on parle donc de l'Australie, on parle du Singapour, et puis il compte parmi les proches collaborateurs auprès de 32 ministres de la santé de l'APEC, donc l'Asia Pacific Economic Cooperation, et l'OCDE, donc l'organisation européenne. Voilà, aujourd'hui, il revient en Tunisie. Il ne va pas s'installer en Tunisie, mais il revient en Tunisie parce qu'il a des programmes qui concernent le tabagisme et l'obésité. On va essayer de comprendre avec lui donc pourquoi avoir choisi ces deux thèmes-là et essayer d'abord de connaître davantage Mehdi Khaled, que je salue encore une fois. Bonjour. Pour répondre à votre question et mettre les points sur les i, donc... si vous nous parlez d'abord de votre CV, parce que nos auditeurs et auditrices voudraient très bien donc comprendre, on n'invite pas n'importe qui à RTCI, on voudrait bien comprendre donc le bien fondé de votre invitation, donc si vous nous expliquez encore davantage cette proximité, cette promiscuité aussi, avec donc les 32 ministres de la Santé et de l'APEC, les programmes que vous avez élaborés. Eh bien, il y a des réunions, donc il y a 3 types de réunions dans le cadre de l'Asia Pacific Economic Cooperation, qui sont les pays limitrophes du bassin Pacifique. Et donc ces 3 meetings se passent annuellement, donc il y a ce qu'on appelle les SOM 1, 2, 3, donc Senior Officials Meetings. Donc il y a les directeurs des cabinets des ministères de santé, il y a les meetings des ministres de santé, après donc... l'année se finit par un meeting des chefs d'État. Et donc dans ces meetings, il y a l'élaboration de programmes économiques, de développement et de programmes sociaux aussi. Et donc il y a des accords, il y a des rapports, et il y a des recommandations qui sont faites à ces ministres-là, à ces gouvernements-là, qui sont par la suite adoptées. Et donc, dans ce cadre-là, les ministres de l'APEC ont décidé, il y a 3 ans déjà, de porter beaucoup d'intérêt aux questions des maladies liées au style de vie. D'accord. Pour des raisons bien concrètes, c'est qu'il y a eu des études, notamment menées par plusieurs universitaires, mais aussi par plusieurs chercheurs universitaires, non universitaires, etc., qui ont mesuré l'impact économique de ces maladies-là. Donc on parle de l'obésité et du tabagisme parce que ils constituent malheureusement 80% des dépenses dans ce domaine-là. Et donc on a calculé l'impact économique de l'inaction vis-à-vis de ces maladies. Et donc, ou de l'action vaine, parce qu'il y a des actions aussi, mais qui ne donnent pas des résultats. Donc l'inaction ou l'action vaine. Oui, donc disons que l'action vaine fait partie de l'inaction, parce que si on n'est pas efficace, c'est de l'inaction aussi. Et donc le taux calculé par rapport à ces maladies-là, liées au style de vie, c'est des maladies non transmissibles bien sûr, a été estimé entre 4,6 et 6,1% dans les pays du bassin du PIB. D'accord. Donc 4,6 et 6,1% du PIB, c'est beaucoup quand même.
jusqu'à 2030. Donc si on fait rien par rapport à ces maladies-là, on va avoir une perte du PIB qui sont chiffrés à ces chiffres-là par rapport au pourcentage du PIB. En Tunisie, on a pris les mêmes formules, on a calculé par rapport à la culture et par rapport à plusieurs facteurs socio-économiques du pays, on est arrivé à un chiffre optimiste de 7,6 et pessimiste de 9,2%. Du PIB. Du PIB. Entre tabagisme et obésité. Exactement. C'est-à-dire plus que la contribution du secteur touristique dans le PIB tunisien. Mais c'est énorme ce que vous dites. On va perdre, si on continue dans ce train-là, on va perdre entre 7,6 et 9,2% de notre PIB jusqu'à 2030. Waouh. Et c'est des formules, c'est des calculs qui ont été validés et revalidés par plusieurs collaborateurs et les scientifiques de l'AIPAC qui se sont basés donc sur ces formules-là pour venir à bout de ce problème au niveau calcul de perte économique. D'accord. Voilà. Alors, vous vous focalisez sur ces deux phénomènes-là et vous avez eu des contacts avec Madame la ministre de la Santé. Vous avez eu, vous me dites, 2 réunions. Une donc vendredi dernier, une hier même, je pense, et au cours de laquelle donc vous avez essayé d'esquisser un peu ces programmes-là. Comment vous avez trouvé donc la ministre d'abord? Est-ce que vous avez été, est-ce qu'il y a une sorte, je dirais, de répondant de la part des pouvoirs publics en Tunisie pour essayer d'endiguer ces deux fléaux-là? Eh bien, j'étais agréablement surpris, à vrai dire, par le degré de volonté de vouloir changer les choses. Il y a une conscience, du moins au niveau du ministère de la Santé publique, de ces fléaux, qui certes n'est pas encore quantifiable, malheureusement, mais bon, il y a une prise de conscience. Donc au niveau du ministère de la Santé, je pense que la ministre elle-même était vraiment très proactive, et revenu vers nous dans la même journée pour dire voilà, on va faire une réunion avec parce que bon, on s'est réunis avec elle. Après, on s'est dit bon, il y a des programmes qui sont actuellement. Justement, il y a des programmes depuis 2007 pour le tabagisme, je pense, mais qui malheureusement ne donnent pas donc le fruit, davantage aussi pour l'obésité. Il y a des programmes donc voilà. Donc on s'est dit on va voir ce qui existe actuellement, quel est l'impact, pour essayer d'accélérer ces programmes et de porter une visibilité, une transparence vis-à-vis du public et vis-à-vis aussi de toutes les parties prenantes. Parce que malheureusement en Tunisie, on a un problème de communication qui est assez patent. Donc on voit ça, il y a des choses qui se font, on communique mal, malgré les moyens modernes de communication aujourd'hui, on communique toujours aussi mal. Donc on s'est assis avec les responsables nationaux de ces programmes-là, hier, et donc on va commencer à élaborer un plan d'action pour accélérer et pour augmenter l'impact de ces programmes-là, parce qu'il y a un facteur qui est très important, qui est le facteur temps. On a vu avec des calculs qui ont été faits à travers plusieurs études qu'on a trouvées dans la littérature, ce qui a été publié, ce qui a été communiqué par le ministère de la Santé, qui disent que au niveau des enfants d'âge scolaire, la dernière étude a été faite en 2007. Il y a d'autres études qui ont été faites en 2012 qui confirment un peu. C'est pas les chiffres de diabète ou c'est pas les chiffres d'obésité qui inquiètent, c'est la tendance. Donc, d'après les études un peu, les calculs qui ont été assez optimistes, on a calculé que le taux d'obésité chez les enfants en Tunisie d'âge scolaire a doublé en 10 ans. Et donc, si on fait des programmes pour contrecarrer l'obésité, on parle d'obésité, pas de tabagisme pour le moment. Si on fait des programmes qui vont durer 5 ans pour donner des résultats préliminaires au niveau pilote et pour extrapoler par la suite au niveau national, on aura perdu 10 ans. Et en 10 ans, on a vu que historiquement, le taux d'obésité a doublé dans le pays. On n'a pas le temps. On n'a pas le luxe même que du les temps. causes vont changer, éventuellement la méthodologie de travail va changer aussi. Exactement. Donc le problème est un facteur temps. Et c'est aussi un problème au niveau de la prise de conscience générale par les parties prenantes. Donc, si on dit que le problème de l'obésité, que l'obésité et le tabagisme sont un problème en Tunisie, il n'y a pas tout le monde qui a la même perception du problème. Et c'est là, pour moi, c'est un fait qui m'a ouvert les yeux. On a eu des discussions durant toute cette semaine avec plusieurs parties prenantes, dans le ministère de la Santé, bien sûr. Et donc,
on doit d'abord, pour apprécier le problème, on doit avoir la même perception du problème et de l'amplitude du problème. C'est-à-dire donc la quantification. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire que tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit de 2 problèmes majeurs en Tunisie, mais leur perception, éventuellement les mécanismes de lutte contre ces deux-là, ne sont pas perçus de la même façon par tout le monde, c'est ça? Exactement. Et donc, et la perception, il faudra la quantifier à un certain moment, parce que la perception est subjective. Il va falloir la quantifier, la mettre en évidence de façon objective, scientifique, pour que tout le monde y croit. Parce que après, c'est pas une guerre d'opinion, c'est une guerre de faits et de chiffres. Alors, vous dites avoir travaillé avec plusieurs systèmes de santé dans le monde et que vous êtes consultant également, donc vous avez donné des consultations pour les pouvoirs publics de plusieurs pays. Alors, sommes-nous dans une configuration où le même cas qui a été vécu peut-être dans des États qui sont plus ou moins comparables à la Tunisie, sont parvenus donc à sortir de ces 2 phénomènes, de ces 2 fléaux-là, c'est-à-dire, est-ce que c'est transposable? Est-ce que les politiques que vous préconisez sont transposables en Tunisie? Parce que vous savez, il y a des considérations qui sont ethniques, il y a des considérations qui sont sociales, il y a des considérations qui sont morales, et qui rentrent donc de plein pied dans les problèmes de nature, comme vous l'avez dit, ce n'est pas des maladies virales ou des maladies, c'est des maladies qui sont en relation avec je dirais, le bien-être du citoyen, avec la société de consommation dans laquelle nous vivons. Donc, est-ce que c'est transposable en Tunisie, ce que vous avez fait ailleurs? Bien sûr, c'est transposable, je dirais même plus, on peut même mieux faire que d'autres pays. Pour la bonne raison que, on a la capacité aujourd'hui de voir ce qui se passe dans d'autres pays, en temps réel, dans Internet, on peut voir les résultats. Comme par exemple en Indonésie, comme par exemple en Malaisie, et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Parce que, alors que d'autres pays sont en train d'essayer quelques pratiques, disons que par exemple sur le paquet de cigarettes, on a beau mettre des images qui ne sont pas belles à voir, sur les maladies exactement, on sait exactement que scientifiquement, ces pratiques-là n'ont donné aucun résultat. L'impact a été minime. Donc on peut éventuellement éviter de perdre du temps et de l'argent pour mettre en route une intervention de ce type-là, parce qu'on sait que ça n'a pas marché. Donc, l'observation vers l'extérieur, donc l'observation de pratiques et d'interventions dans d'autres pays, dans le cadre de l'éradication de ce 2 fléaux-là, pourrait nous avancer dans le temps et dans l'espace, et dans le budget aussi. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut voir ailleurs que la France, ailleurs que d'autres pays proches de la Tunisie, historiquement et culturellement, et voir aussi, par exemple, pourquoi pas les États-Unis. Après, si on se limite à voir des pays comme nous, c'est vrai que on se rapproche culturellement, mais il faut viser un peu plus loin, parce qu'on n'ira pas loin si on vise juste à côté. D'accord ? Et donc, moi, je pense qu'on pourra faire exactement comme... on peut avoir le même taux de réussite de ces programmes-là, en apprenant vite et surtout en adoptant et en mettant à exécution les interventions, même en essayant et en ne réussissant pas, au moins on aura essayé. Mais là, on a l'avantage d'avoir des pratiques partout dans le monde et on peut apprendre de ces pratiques-là ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Oui, mais est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur ces pratiques? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, il faut avoir une stratégie. Et la stratégie, il faut la communiquer. On a beau avoir une stratégie, après, communiquer ou pas, après, il va falloir communiquer en interne, parce que après, moi je dis toujours, la prise en charge des malades, c'est toujours la responsabilité du ministère de la Santé et du secteur privé. Après, la prévention, c'est une pratique pluridisciplinaire qui fait appel à plusieurs ministères, à plusieurs parties prenantes du secteur privé, des ONG, etc. etc. Donc, on est en train de naviguer dans des eaux qui vont faire appel à beaucoup de consensus et beaucoup de parties prenantes pour prendre une décision coercive, prendre des décisions responsables et de prendre des bonnes décisions à temps. Et donc, pour que les décisions soient prises de manière efficace, il faut communiquer le problème de manière efficace. Il faut que tout le monde ait
Conscience une compréhension de la gravité de la situation. Exactement. Oui. Donc ça, c'est primordial. Ça, c'est le fondement du... D'accord. Après, comment on met en place? Il y a des méthodologies qui ont été adoptées. Il y a par exemple la méthodologie MAPS, qui est donc média. Donc même les méthodologies commencent par l'information, média. Après, il y a l'accès. Donc, accès à l'information, accès, par exemple, si on fait des... C'est la sensibilisation, quoi. C'est la sensibilisation, oui. L'accès. Après, il y a ce qu'on appelle les point of sale, la promotion, donc le P. Et donc, l'information doit exister, par exemple, sur l'étiquetage des produits. Aujourd'hui, l'étiquetage des produits en Tunisie n'est pas obligatoire. Mais si on adopte des pratiques, par exemple, comme actuellement en France, où on met sur la boîte de conserve ou la canette de lait, on met, voilà, ça contient tant de sucre, tant de graisse et tant de sel, etc. Il n'y a pas tout le monde qui peut interpréter ces chiffres-là. Alors, il y a de nouvelles méthodologies réussies d'ailleurs d'étiquetage. Telles que, par exemple, on met sur la canette de coca combien de temps il faut pour brûler les calories qui sont contenues dans cette canette de coca. En course, en natation et en vélo. D'accord. Et là, c'est clair. Donc, on dit au consommateur... Pour donner donc une idée à propos des calories donc, qui sont dans une canette de coca. Exactement. C'est pour responsabiliser les gens, pour dire, voilà, si vous buvez une canette de coca et vous ne courez pas 23 minutes, bah, ça va se transformer en graisse. Et c'est très très clair. C'est un message qui est très clair. Il y a tout le monde qui sait lire les symboles, même les enfants. Et c'est très très clair et c'est très... Mais docteur Mehdi Khaled, je prends le parallèle de dire, enfin le parallèle qu'on fait souvent, justement, vous l'avez évoqué tout à l'heure par rapport au tabagisme, on dit fumez-tu. Oui. Donc on dit fumez-tu, mais on sait très bien donc fumez-tu, et pourtant donc la consommation, les gens fument de façon exponentielle, je dirais. Donc il y a une augmentation terrible donc de ce fléau-là. Et si je fais le parallèle avec ce que vous êtes en train de dire, bah, celui qui va boire une canette donc, de boisson gazeuse, et bah, finalement il va se dire, bah, écoutez, c'est comme si donc, il a vu sur le truc, donc sur le paquet de cigarettes, Rafef, donc fumer, tu. Donc pour lui, éventuellement, ça ne va pas changer beaucoup de choses à mon avis. Moi, je pense que le problème c'est des problèmes de comportement. D'accord. C'est de la science comportementale. Donc, les méthodes et les interventions qui ont été faites pour contrecarrer et pour changer ces comportements-là ont été prouvées. Et donc, aussi bien pour le tabagisme que pour l'obésité. Donc, les méthodes utilisées pour le tabagisme, bien que ça soit qu'elles s'attaquent directement au comportement, ne seraient pas les mêmes. Et donc, l'impact aussi n'est pas le même. Donc, si on dit « fumez-tu », il ne va pas mourir demain. Donc les gens, ils pensent toujours qu'ils ont le temps. Et donc, et surtout au niveau de la perception, les jeunes, ils pensent qu'ils sont immortels, qu'ils sont intouchables, qu'ils sont au-dessus de tout, et qu'ils ont surtout le temps encore d'arrêter de fumer un jour, s'ils veulent. Oui. Alors, on va marquer une courte pause musicale, et puis on se retrouve juste après. Tu t'endors. Dès que je me fâche, tu t'évapores. Que fait-on ici? Noyé dans l'ennui, je sors encore sous mon parapluie. J'ai plutôt envie d'être dehors. Dis-moi comment je m'en sors. Une seule voix, deux personnes. Comme cette terre qui résonne. Hey, Mr. Love, hey, Mr. Love. Tout ce que tu me donnes, et tout ce que tu me voles, je t'aime et te pardonne. Love, 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 Mr. et qui s'envolent.
le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, continue toujours sur les ondes de la chaîne Inter et toujours avec nous notre invité, n'est-ce pas Anis, docteur Mehdi Khaled, médecin tunisien, spécialiste en médecine interne et ingénieur en informatique. Tout à fait, on va essayer maintenant donc d'aller dans le vif du sujet. On est resté un peu dans des généralités tout à l'heure pour essayer de mettre le sujet dans son, je dirais, son environnement. Alors là, concrètement, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport donc au tabagisme? Le tabagisme, on le sait, donc est très nocif en Tunisie. Les chiffres sont alarmants. Le cancer lié donc à ce fléau-là donc va crescendo, c'est-à-dire c'est en montée exponentielle. Là, pour le tabagisme, qu'est-ce qu'il faut faire comme politique publique pour essayer donc de l'endiguer, de réduire donc son effet néfaste? Donc, comme on avait dit au début, on a eu une réunion avec le ministère de la Santé hier, notamment avec les responsables des soins de santé de base, qui sont responsables du programme pour le tabagisme en Tunisie, de la campagne anti-tabac en Tunisie depuis 2007. Et il y a des mesures qui ont été mises en place. Et il va falloir maintenant commencer à mesurer l'impact de ces interventions-là. Donc, concrètement, par exemple, dans d'autres pays, donc on a dit tout à l'heure que le packaging, etc., n'a pas aidé. Il y a d'autres méthodes, comme par exemple faire des vidéos, passer des vidéos avec des gens, des patients qui ont eu les effets néfastes du tabagisme, notamment cancer, notamment accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, pour parler de cela au public. Parce que ça, on sait exactement que ça a eu un impact énorme, surtout chez les jeunes. Donc la publicité pour choquer. Négative. Voilà, donc la publicité pour choquer. La publicité négative en faisant appel à des personnes qui ont vécu cette expérience-là, de A à Z, si j'ose dire. Et donc ça aide beaucoup. Et ça a eu un impact énorme parce que l'image de cette personne reste en tête, parce que c'est live, c'est du vivant. On voit ça et on ne veut pas être là-bas. Il y a d'autres pratiques aussi qui sont liées au cadre légal. Donc, par exemple, aux Philippines, ils ont introduit ce qu'on appelle la sin tax. Enfin, le sin, c'est le péché, la taxe du péché. Oui. Et donc, la taxe du péché, les cigarettes étant un péché, parce que, bon, ils l'ont défini comme ça, a pu non seulement faire entrer de l'argent au pays. Et là, on parle du kit au double. On double le prix des cigarettes, carrément. Même si en Tunisie, nous avons peut-être la même chose, c'est une législation donc qui interdit à tous donc de fumer dans les lieux publics et qui prévoit même des contraventions pour ceux qui transgressent cette loi-là. Mais vous le savez mieux que moi, c'est resté lettre morte parce que l'application de la loi n'a pas été respectée par les pouvoirs publics. Ça aussi, il faut conjuguer ces programmes-là avec la volonté de vouloir donc appliquer cette loi, et cette loi-là est au calende grec aujourd'hui, c'est-à-dire elle est pratiquement désuète, c'est-à-dire personne ne s'y intéresse, tout le monde fume dans les administrations, tout le monde fume dans les lieux publics, et malgré l'existence d'une loi. Donc, oui, donc ça revient aussi, on revient au même point, c'est la prise de conscience et la perception du problème. Parce qu'on sait aujourd'hui que si on fume, de manière passive ou active, il faut le dire, on a juste 3 options. Ou mourir d'un cancer, ou d'un infarctus du myocarde, ou d'un AVC. Et là, on peut avoir le choix entre les deux. On sait exactement que la cigarette est responsable aujourd'hui de 25% des cancers. Donc quand on éradique le problème du tabagisme, on éradique aussi quand même un quart des cancers. D'accord. Alors, ces programmes-là, je voudrais donc parler avec vous financement, parce que ces programmes-là sont coûteux, ces programmes-là demandent beaucoup de moyens, on parle de communication, on parle aussi de médiatisation, on parle de sensibilisation, et donc c'est essentiellement du marketing pour essayer de vendre, entre guillemets, donc ces solutions-là pour endiguer le fléau. Je ne vais pas parler des lobbies, peut-être on va aborder cette question des lobbies tout à l'heure, donc, mais ces programmes-là ont besoin d'un certain nombre d'accompagnements financiers et de partenaires financiers. Est-ce que vous allez apporter avec ces programmes-là donc des bailleurs de fonds donc pour essayer d'accompagner donc ces programmes?
Donc, justement, les programmes de financement sont... je pense que la majorité des campagnes de ce type-là se sont en grande partie autofinancées par l'augmentation des taxes sur la consommation, etc., etc. Et aussi par le fait de faire venir des partenaires du secteur privé. Donc, par exemple, des compagnies privées qui pourraient éventuellement, pour contrecarrer les effets de l'obésité, etc., organiser des courses à pied, par exemple, chaque dimanche. On voit ça beaucoup dans les villes. La fréquence n'est pas encore là, mais on voudrait voir aussi cela à l'intérieur du pays. Et là, des partenaires privés pourraient éventuellement sponsoriser pour aider privés, c'est-à-dire qui? Par exemple, les banques, par exemple, les sociétés de manufacturing, etc. Il y en a. On a de l'industrie en Tunisie. Les industriels, en général, et les banques. C'est ceux qui ont de l'argent. Et faire bénéficier ces gens-là, leur donner des bénéfices sur les taxes, donc, etc. Donc, ça aide le pays, ça aide à augmenter l'activité physique. Et ça a été prouvé que ça diminue l'obésité parce que l'activité physique, en fait, augmente le taux de bon cholestérol dans le sang et diminue le mauvais cholestérol. C'est pas le fait d'être obèse qui nous expose, c'est le fait d'être obèse et inactif physiquement. D'accord. Et donc, c'est des actions comme ça qui vont accélérer ces programmes parce que, bon, on ne va pas directement contribuer. Et ce n'est pas la responsabilité du gouvernement seulement. C'est une responsabilité collective. Aujourd'hui, même les sans-emploi pourraient contribuer positivement à l'économie en faisant de l'activité physique, en arrêtant de fumer, parce qu'on a vu les effets sur l'économie s'ils continuent de faire la même chose. Alors, s'ils font la même chose en étant en plus sans emploi, l'effet est multiplié, c'est pas le double, c'est multiplié par un facteur de 4 ou 5. Et donc, les gens aussi portent une part de responsabilité. Il faut juste les sensibiliser au problème. C'est pas une question de fond, c'est une question d'information, médiatisation. Alors, vous avez parlé de médiatisation et de campagne d'information. Aujourd'hui, par exemple, il y a tout le monde qui est sur Facebook. On passe... moi, j'ai pas de compte Facebook, mais je sais que en Tunisie, on passe à peu près 1h30 à 2h sur Facebook tous les jours. Il y a des outils sur Facebook qu'on pourrait utiliser et qui pourraient faire des campagnes bien ciblées sur des populations ciblées pour arrêter de fumer et pour faire de l'exercice. Alors, la suite que vous allez donner donc, à ces réunions-là, il va y avoir une suite avec le ministère de la Santé. Vous devez regagner donc, votre résidence donc, habituelle qui est Singapour. Et comment ça va être le contact? Comment vous allez faire donc, par rapport à ces programmes-là? Comment va être la suite? D'abord, on a commencé hier. Je pense que ça va être on va faire beaucoup de travail dans ce sens-là et on va commencer à mettre un peu les choses dans l'ordre, dans le sens de mettre une structure avec un impact bien défini et avec des objectifs bien définis, mais surtout les outils pour mesurer les interventions. Bon, on a beau faire des interventions, on a beau faire des campagnes, etc. Il faut commencer à mesurer leur retour et leur impact avec des outils modernes. Donc on va commencer à faire ça, et on va commencer à faire un plan dans le temps, avec bien sûr toutes les parties prenantes du ministère de la Santé publique, mais surtout aussi des autres, et des campagnes de sensibilisation. Les études initiales qui vont dire, voilà, sur lesquelles on va se baser, doivent être faites aussi au niveau national. On va devoir définir quel est notre plan de départ pour pouvoir définir notre plan d'arrivée. Donc on va tracer cette route-là. Il y aura des problèmes, il y aura des challenges, il y aura des difficultés, etc., qu'on va planifier et programmer pour pouvoir avoir un plan quand ces difficultés-là arriveront. D'accord. Voilà, donc merci beaucoup. Encore un individu de la diaspora qui revient en Tunisie à Afef pour essayer de mettre à contribution donc son expérience. Voilà, on espère que les choses vont bouger dans ce sens-là et peut-être donc que dans une année vous allez revenir et vous allez nous dire, eh ben donc les choses ont commencé. Voici les chiffres que nous avons eu de la part donc grâce à ce programme que vous allez mettre en œuvre avec donc le ministère de la Santé publique. Merci beaucoup, merci docteur Mehdi Khaled. Je rappelle, vous êtes médecin tunisien, spécialiste en médecine interne et ingénieur en informatique. Là, je vous laisse avec Denis Hachech dans Le Vrai du Faux. Tout de suite après, on va parler des premières ou de la première édition des rencontres méditerranéennes des ressources humaines avec monsieur Lotfi Daraji, l'organisateur de l'événement. Restez branchés, notre matinale continue jusqu'à 9h30.
Dans le vif du sujet.